Bonjour, mesdames et messieurs, derrière vos écrans. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à ce séminaire sur l'intelligence économique. Je crois qu'en cette période de relance très prudente de l'économie, euh, les données vont jouer un rôle encore plus important que d'habitude. Bien entendu, il y a les données que l'on reçoit tout cuit dans le bec, serais-je tentée de vous dire. Et puis il y a aussi, et nos deux orateurs du jour vont nous l'expliquer, il y a également les données qu'on va aller chercher. Vous nous expliquerez comment organiser les recherches. Pour les personnes qui nous suivent et qui sont domiciliées dans la région, la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève est toujours extrêmement heureuse de pouvoir communiquer à ses adhérents et à tous les entrepreneurs qui suivent ces webinaires tout ce qui peut leur permettre de pérenniser leur business. Et vraiment, je crois que là, dans l'intelligence économique, nous allons, dans le courant des 30-40 prochaines minutes, vraiment apprendre comment faire pour optimiser ce domaine et tirer le meilleur parti de toutes les informations qui sont disponibles. Josserand Dutoit, Philippe Van Lotringen, je vous cède la parole. Merci C'est à vous. beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup à l'ensemble des participants d'être ici aujourd'hui. On est vraiment ravis de faire ce webinaire avec vous. On est ravis de vous savoir aussi nombreux d'ailleurs parce qu'on voit bien que l'intelligence économique est de plus en plus connue et de plus en plus intéressante pour les acteurs économiques. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Et effectivement, on espère que dans ces 30 à 40 minutes, on puisse être le plus instructif possible, parce que c'est effectivement le but principal d'un webinaire, de vous transmettre des connaissances, partager des savoirs, mais également être le plus pratique possible. Donc, on essaiera de vous transmettre des bonnes pratiques sur différentes approches de l'intelligence économique et également des outils qui pourraient être intéressants pour vous pour commencer l'intelligence économique de manière complètement autonome. Et pour les plus professionnels d'entre vous, éventuellement, un ou deux de ces conseils pourraient renforcer votre portefeuille de savoir-faire ou de compétences, par exemple. Donc, on essaiera d'être le plus instructif possible. On souhaite également être le plus interactif possible, évidemment. C'est le but d'un webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, dans l'onglet chat et Q&A justement de ce webinaire. Et dans la mesure du possible, si effectivement on a la capacité de répondre à toutes ces questions par temps et par compétence, on le fera à la fin du webinaire puisqu'on a un temps dédié à cela. Et aussi, pas besoin de prendre en photo ou des screenshots du PowerPoint. On vous l'enverra à la fin de la présentation sous format PPT, j'imagine. Et du coup, vous aurez accès à l'ensemble des sources et des outils qu'on vous recommande justement pour commencer un petit peu l'intelligence économique. Et également pour ceux qui auraient adoré cette présentation, et on l'espère, vous pourrez même la revoir en format replay ou, a priori, ce sera plus utile de la transmettre potentiellement à votre réseau, à vos collaborateurs qui pourraient avoir un intérêt. Et n'hésitez pas, vous aurez l'occasion de le transférer en format replay. Je tiens également à préciser que du coup, effectivement, ce webinaire va durer 30 à 40 minutes. Donc, on va survoler, on va avoir une approche assez générale de l'intelligence économique à travers 3 cas pratiques. Donc, on essaiera d'être le plus concis possible, mais effectivement, on ne rentrera pas forcément dans les détails. Donc, si vous avez des besoins en termes d'approfondissement, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions et on pourra revenir également vers vous après le webinaire si vous avez justement manifesté un intérêt particulier. Et qui sait, si vous avez plusieurs demandes, on pourrait éventuellement penser à un autre webinaire plus tard. Donc, n'hésitez pas. Et je tiens également évidemment à remercier la CCIG, sans qui la concrétisation de ce webinaire n'aurait pas pu avoir eu lieu. Et je remercie plus particulièrement Alexandra Harris, directrice de la communication à la CCIG, et ce qui concrétise d'autant plus notre partenariat stratégique entre Geneva Intelligence et la CCIG. Donc on se réjouit réellement de faire ce webinaire et de continuer cette collaboration. Je laisse la parole à Philippe. Merci Josserand. Donc, bonjour à tous. Donc, quelques mots pour nous présenter. Geneva Intelligence est un cabinet de conseil en stratégie et en intelligence économique. Il a été fondé en 2013. Le cabinet opère tant en Suisse qu'à l'international. Et sa raison d'être, c'est vraiment d'accompagner ses clients dans la collecte et l'analyse d'informations à caractère économique ou à incidence géopolitique. Donc, je me permets également de présenter Josserand Dutoit, qui est déjà intervenu, donc, qui est consultant en stratégie et en intelligence économique depuis plus de 4 ans.
Josserand a eu l'opportunité d'évoluer au sein d'organisations et d'institutions internationales, tout en ayant pu travailler au sein du département stratégie du groupe énergétique français Engie à Paris. Et du coup, je vais présenter aussi mon collègue Philippe von Notringen pour être parfaitement complémentaire. Donc, il est consultant également en intelligence économique, mais plus spécialisé dans tout ce qui est veille stratégique, ce qui en fait du coup un allié complémentaire à nos compétences. Et effectivement, il a 4 ans maintenant d'expérience en veille stratégique, notamment à travers des groupes de construction comme Bouygues et également à travers des ONG comme Terre des Hommes en Suisse, à Lausanne, avant de nous avoir rejoints au sein de Geneva Intelligence. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons structurer la présentation de cette manière. En premier lieu, nous allons parler brièvement de l'intelligence économique et en quoi cette méthode peut être utile pour renforcer la compétitivité des entreprises. Ensuite, nous allons nous attarder plus particulièrement sur les outils de l'intelligence économique, avec notamment la veille stratégique qui va vous permettre de mieux maîtriser votre environnement et son évolution. Puis, nous nous attarderons sur l'anticipation des risques qui pèsent sur les entreprises à travers notamment les due diligence, pour ensuite se concentrer plus particulièrement sur la position qu'une entreprise va revêtir au sein de son environnement et comment elle peut augmenter sa visibilité, son influence et son rayonnement. Et cette dimension de l'intelligence économique sera appréhendée à travers les études stratégiques, notamment concurrentielles et de marché. Et enfin, un dernier temps sera prévu, bien sûr, pour vos questions et nos réponses selon la célèbre formule de Georges Marchais. Du coup, pour préciser un petit peu ce qu'est l'intelligence économique, si on donne une définition assez simple, c'est finalement l'ensemble des méthodes de recherche d'informations, d'analyse et d'exploitation de ces informations afin de détecter les risques, mais également identifier les opportunités afin de permettre justement à des décideurs de prendre la meilleure décision possible, généralement au sein des acteurs économiques, des entreprises. Donc, cette méthode est basée finalement sur la gestion de l'information, ce cycle de la gestion de l'information qui repose en 4 étapes. La première étant la collecte à travers des sources publiques, aussi bien des sites internet, des blogs, des bases de données payantes ou publiques, et qui ensuite, après cette collecte de données, on va voir le traitement de la donnée. On va du coup chercher à comprendre l'information. Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'on peut la recouper? Est-ce qu'on a d'autres sources qui parlent de la même chose? Et une fois qu'on a l'ensemble de ces informations, le but des consultants, c'est avant tout d'apporter une valeur ajoutée à cette information, et c'est la troisième étape de l'analyse. Et ensuite, ça sera la diffusion, ce qui concerne du coup à qui diffuser l'information, à quel moment et sous quel format pour valoriser cette information et en faire un véritable conseil. Et ces conseils servent finalement à 3 objectifs qu'on appelle généralement les piliers de l'intelligence économique. C'est 1, la recherche d'informations, ce qui correspond finalement dans notre structure à la maîtrise de son environnement. Le deuxième, ça sera davantage tout ce qui est protection de l'information. Donc généralement, on entend par là tout ce qui est cybersécurité. En l'occurrence, on va plutôt aborder la protection de la manière de la gestion du risque pour les entreprises dans ce développement. Et enfin, du coup, l'influence, c'est comment utiliser cette information pour rayonner et pour mieux se positionner sur son marché. Le but, c'est finalement de renforcer son efficacité et gagner des parts de marché, gagner en visibilité. Mais je vais laisser du coup la parole à Philippe pour cette première étape. Donc, merci Josserand pour cette introduction. Donc, la veille. Comment la veille va aider à mieux contrôler, appréhender son environnement et les évolutions de ce dernier? Une première chose déjà, pour démystifier un petit peu ce concept de veille, il faut savoir que nous faisons tous de la veille. Quand vous discutez avec un collègue, quand vous échangez avec un fournisseur, quand vous participez à une conférence ou à un webinaire comme aujourd'hui, vous faites de la veille. Donc, une définition qui est plutôt largement acceptée au sein des praticiens de la veille, c'est tout simplement l'ensemble des activités qui vont vous permettre de collecter de l'information de nature stratégique ou opérationnelle afin d'identifier les opportunités et les menaces au sein de votre environnement afin d'aider à la prise de décision. Donc, l'intelligence économique va nous donner vraiment des process, va nous donner une méthode pour optimiser tout simplement cette collecte d'informations. Et l'élément central et principal de ces méthodes et de ces process, ça va être vraiment l'automatisation de la collecte de l'information. L'objectif étant, in fine, de vraiment réduire le temps que vous allez passer sur cette collecte d'informations
pour dégager du temps à l'analyse des données récoltées pour en tirer des insights et construire une stratégie. Donc, on distingue différents types de veille sur Internet. Je vous les ai présentés sur le support, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais c'est les principales. Donc, il y a la veille réputation, tout simplement maîtriser sa réputation sur Internet. Il y a la veille politique et réglementaire, donc ça c'est tout simplement anticiper les menaces législatives et réglementaires qui peuvent impacter vos activités. Il y a bien sûr la veille scientifique et technologique, donc les innovations, les nouvelles tendances, les nouveaux produits qui vont pouvoir impacter votre activité. Vous avez bien sûr, de manière plus ou moins intuitive, la veille commerciale et concurrentielle. Et enfin, nous avons la veille sociale et sociétale, dont nous allons voir un exemple tout de suite. Donc, voici l'exemple d'une veille sociale et sociétale. Donc, un promoteur et une compagnie de construction a mis en place cette veille pour différentes raisons. Tout d'abord, ce constructeur avait pour habitude proposer dans son offre commerciale des murs et des toitures végétalisées dans les constructions qu'il proposait. Donc, ce dispositif avait un certain nombre d'avantages non négligeables. Le premier était bien sûr un avantage esthétique. Hein, c'est toujours plus agréable de voir de la végétation plutôt que du béton. Un autre avantage de ce type de technologie ou de dispositif, c'est bien sûr la régulation thermique, c'est-à-dire que de manière naturelle, on va pouvoir baisser la température au sein des appartements ou des immeubles. Donc ça, c'était quelque chose qui les intéressait. Et bien sûr, nous avons aussi cette fonctionnalité d'isolation phonique, c'est-à-dire que ces murs et ces toitures végétalisées permettent de réduire le bruit de la vie quotidienne, donc des voitures, etc. Donc c'est vraiment en centre urbain, c'est quelque chose qui les intéressait beaucoup. Et donc ce constructeur avait développé dans son offre commerciale, avait pris comme pari, avait pris comme position stratégique de proposer beaucoup de toitures et de murs végétalisés dans les constructions qu'il faisait. Mais au fur et à mesure, ce constructeur a reçu un certain nombre de réclamations, de plaintes de la part de locataires qui disaient que ce type de dispositif donc sur les bâtiments présentait un certain nombre de désavantages. C'est-à-dire que les locataires étaient incommodés par la présence notamment de nuisibles, d'insectes qui venaient se loger dans ces murs et ces toitures végétalisées. Donc, ce constructeur a voulu vraiment en savoir plus parce que potentiellement cela représentait une menace pour son offre commerciale, pour son orientation stratégique de proposer ce type de dispositif. Et il a mis en place une veille pour justement acquérir de l'information à travers des publications scientifiques, des enquêtes sociologiques, des retours d'utilisateurs sur justement est-ce que ces murs et ces toitures végétalisées accueillaient des insectes et embêtaient les locataires. Et il s'est avéré effectivement que pour certaines régions, certains types d'insectes et de nuisibles venaient effectivement se nicher dans ces dispositifs, et ce qui incommodait fortement les locataires. Donc le constructeur en a tiré les conséquences. Il n'a pas choisi donc, de réfuter en bloc sa position, son offre commerciale qui était de proposer ce genre de dispositif, mais il l'a affiné, c'est-à-dire qu'en fonction des zones géographiques dans lesquelles il était établi, là où il y avait certains types d'insectes qui étaient particulièrement embêtants pour les locataires, il a décidé tout simplement de retirer de son offre les murs et toitures végétalisées. Donc ça, c'est juste un exemple assez rapide pour vous montrer comment une veille peut vraiment vous donner des insights en ce qui concerne vos offres commerciales. Et je dirais que ce type de veille sociale et sociétale, c'est beaucoup utilisé dans les départements et les unités recherche et développement, innovation, parce qu'on a, au sein de ces structures, on a beaucoup d'ingénieurs qui font des merveilles en termes d'innovation, de développement technique, mais ils vont très rarement questionner en fait leur innovation vis-à-vis de l'acceptation sociale. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre en compte l'avis des utilisateurs, ils ne vont que se focaliser sur la technique. Donc, je vous propose quelques recommandations en ce qui concerne la mise en place d'un dispositif de veille. La première chose, c'est vraiment vous devez définir les objectifs de votre dispositif. À quel besoin informationnel va répondre votre dispositif de veille. C'est quelque chose qui est souvent fait de manière assez superficielle, assez rapide, parce qu'on a très envie d'entrer dans le projet. Mais si vous loupez cette étape, vous allez complètement être à côté de la plaque en ce qui concerne les informations que vous allez transmettre.
Le deuxième point, c'est réaliser un sourcing en bon français, donc c'est un plan de veille. C'est identifier les sources d'informations qui vont répondre aux besoins informationnels des personnes qui vous font lire ou qui vont bénéficier de votre veille. La troisième chose, c'est les outils que vous allez choisir pour réaliser votre dispositif de veille. Donc, il y a vraiment une légion d'outils de veille qui vont de l'outil totalement gratuit au modèle freemium, donc semi-gratuit, jusqu'à des logiciels de veille professionnels qui sont beaucoup plus onéreux. La seule chose à retenir, c'est, selon moi, c'est qu'il n'y a pas d'outil miracle. C'est-à-dire qu'un outil sera plus conforme, plus adapté en fonction du besoin que vous allez avoir. Une autre recommandation, je dirais, c'est qu'il faut analyser les données que vous récoltez. Ça, c'est un peu les travers du veilleur, c'est qu'il va focaliser son attention sur la collecte d'informations au détriment de l'analyse. Or, l'expérience montre que les personnes qui bénéficient des veilles sont particulièrement intéressées par des informations mises en perspective, analysées, commentées. Donc ça, c'est quelque chose qui, selon moi, est très important. Un autre point, c'est bien sûr penser aux canaux de diffusion en ce qui concerne votre veille. Donc, il y a une multitude de canaux de diffusion. Là encore, vous devez bien définir au préalable de votre projet de veille quels sont les canaux qui vous permettront d'atteindre le plus de destinataires et quels sont les canaux qui sont le plus confortables, le plus utilisés par vos destinataires. Et enfin, un dernier point, c'est adapter votre dispositif de veille. C'est quelque chose qui n'est pas inscrit dans le marbre. Les besoins évoluent. Les sources d'informations évoluent, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, donc toujours être à l'écoute de vos bénéficiaires. Donc, je vous propose, au slide suivant, des exemples de livrables que nous utilisons chez Geneva Intelligence. Donc ici, vous pouvez voir un rapport d'alerte, c'est une information qui a été parue et que nous avons transmis à un client. Comme vous pouvez le voir, on essaye toujours d'apporter un petit côté, enfin pas un petit côté, mais on essaye d'apporter une dimension analytique, c'est-à-dire de mettre un peu en perspective cette information, comme je le disais, en donnant un critère d'importance à cette information et en proposant une brève analyse de l'information. Vous avez ensuite sur votre droite un exemple de newsletter que nous proposons. D'ailleurs, si cela vous intéresse, c'est la newsletter du Club CI, qui est un réseau de professionnels de la veille et de l'intelligence économique en Suisse romande, qui se réunissent régulièrement pour échanger sur les bonnes pratiques. Et donc, si cela vous intéresse, et donc à travers cette newsletter, nous réalisons une veille sur l'intelligence économique et sur les outils de veille. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous en faire la demande. En termes d'outils, donc c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est comment commencer voilà, quand on s'initie à la veille, quand on souhaite mettre en place les prémices d'un dispositif de veille. Donc, comme je vous le disais, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment, puisque c'est à vous justement d'étudier quel va être l'outil le plus adéquat à vos besoins. Mais on a quand même un certain nombre d'outils qui sont utilisés par l'ensemble, je dirais, des professionnels de la veille et par ceux qui veulent mettre en place un dispositif. Donc, la première catégorie d'outils, ça va être InnoReader. Donc, InnoReader, dans notre jargon, c'est un agrégateur de flux RSS. Donc, pour résumer de manière très rapide, c'est une plateforme qui va vous permettre de centraliser en un seul endroit toutes les sources d'informations que vous souhaitez surveiller. C'est-à-dire qu'au lieu de chaque matin vous souhaitez par exemple surveiller 50 sites Internet, au lieu de vous rendre chaque matin de manière manuelle sur 50 sites Internet différents, vous allez centraliser au sein de cette plateforme ces 50 sites. Et donc, vous aurez juste à vous connecter à la plateforme pour accéder aux nouvelles publications. Donc là, j'ai mentionné InnoReader, il y a pléthore d'outils qui existent. Voilà, tout dépendra de votre besoin. N'hésitez pas vraiment à réaliser des études comparatives afin de voir quel outil est le plus pertinent pour vous. Et donc, pour vous mentionner quelques outils, il existe par exemple SimDup, Digimind, KBCrawl, TalkWalker, etc. Un autre outil qui est assez utilisé, c'est Google Alert. Donc, vous avez tout simplement à rentrer des mots-clés dans l'interface et Google va vous ramener du contenu qui va correspondre avec les mots-clés que vous allez entrer. Et là aussi, vous allez pouvoir, grâce à Google, qui permet cette option, d'intégrer vos Google Alerts dans des plateformes comme InnoReader, par exemple. Ensuite, vous avez TalkWalker Alert, qui est aussi souvent utilisé. Donc, c'est le même principe que Google Alert, avec un avantage supplémentaire, c'est qu'il vous permet notamment de surveiller Twitter en plus. Vous avez juste à rentrer vos mots-clés. Et si une publication ou un tweet mentionne vos mots-clés, TalkWalker va vous notifier. Vous avez un autre outil qui s'appelle Kill the Newsletter. Alors, au-delà du nom un petit peu martial
de cet outil. C'est un outil qui est assez intéressant puisqu'il va permettre de transformer, je dirais, les newsletters auxquels vous êtes abonné en flux RSS pour les intégrer dans votre plateforme de veille. Ensuite, vous avez Pocket, c'est un service qui est développé par Google. Il y a encore aussi une multitude de services comme cela qui existent. Et c'est un outil qui va vous permettre de stocker vos articles en ligne, de les classer et de les taguer. Et enfin, très rapidement, un dernier outil qui est beaucoup utilisé par les communicants qui s'appelle IFTTT et qui va garantir en fait l'interopérabilité entre différents outils, services et plateformes numériques. Pour vous donner un exemple très rapidement, c'est par exemple vous publiez un post sur Facebook et vous souhaitez le publier sur les autres réseaux sociaux. IFTTT, une fois que vous aurez publié votre post sur Facebook, va le publier sur les autres plateformes automatiquement. Donc vraiment, en résumé très rapidement, les atouts de la veille stratégique pour la compétitivité des entreprises, c'est que vous allez gagner un temps considérable dans votre collecte et votre recherche d'informations. Grâce à l'automatisation de cette collecte d'informations, vous allez pouvoir en fait surveiller un très grand nombre de sources et ainsi favoriser une fiabilité de l'information que vous allez diffuser. C'est quelque chose de très important. Et enfin, la veille va vous permettre, je pense, de mieux appréhender et connaître les évolutions de votre marché, avec notamment, par exemple, une meilleure connaissance de vos clients et de vos consommateurs. Merci beaucoup. Du coup, je vais continuer pour ce deuxième exemple pour du développement. Donc, c'est davantage l'aspect anticipation des risques ou du moins gestion des risques. Donc là encore, on a différents services qui peuvent répondre à ce besoin, que ce soit la veille stratégique, comme en parlait Philippe, la veille réputation peut justement appréhender un danger, un risque pour une entreprise, par exemple, ou tout ce qui est cybersécurité, sécurité physique, plan de continuité d'activité, etc. En l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, dans cette deuxième partie, c'est la due diligence, et plus spécifiquement la due diligence de conformité. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une recherche d'informations sur une personne morale, donc une entreprise, même si ça peut être une personne physique parfois, mais c'est essentiellement sur les personnes morales, pour mesurer justement l'honorabilité de cette personne morale. Est-ce qu'elle correspond aux normes éthiques, légales, aux droits environnementaux ou sociaux, par exemple? Donc, le but, c'est justement d'identifier les potentiels risques qu'on a en s'associant avec une personne morale dans un partenariat de recherche et de développement, pour s'implanter dans un nouveau marché, pour créer un nouveau produit, etc. Et effectivement, selon ce classement des risques de 2020 fait par Allianz, on voit justement à opposition 7, 8, 9 qu'on a certains risques comme les risques de corruption et de fraude ou la détérioration de l'image de marque et de la réputation. Et c'est vrai que justement, quand on fait un mauvais partenariat et qu'on ne s'est pas forcément renseigné sur la personne, on peut avoir des mauvaises surprises. Et c'est un peu l'idée justement de la due diligence, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Et c'est justement l'identification de ces potentiels risques qui font qu'on ne va peut-être pas s'associer avec quelqu'un, ou du moins qu'on va prendre des mesures pour éviter ou trouver une alternative. Par exemple, justement, pour illustrer par un cas pratique, comme l'a fait Philippe dans le premier cas, c'est le cas d'un établissement bancaire financier qui réalise du coup des due diligence parce qu'il y a une obligation légale dans certains cas de mettre en place des procédures de vigilance et de conformité. Dans d'autres cas, ça va être des entreprises qui n'ont pas du tout l'obligation légale mais qui vont mettre en place cette politique de manière volontariste pour éviter les risques. Et pour identifier si l'investissement de la banque dans une société était pertinent, sûr, ou du moins n'avait pas trop de danger, il était nécessaire de faire cette étude d'honorabilité de l'entreprise dans laquelle il souhaitait investir. Et les résultats, finalement, tout simplement, c'était que l'entreprise paraissait parfaite. Donc, tant mieux, a priori, il n'y a aucun souci à investir dans cette société, sauf que quand on investit dans une société, on investit également potentiellement dans le groupe, ou du moins dans les sociétés filles. Et il se trouve que l'une de ces filiales était justement opérer des activités qui étaient néfastes à l'environnement. Donc ça, évidemment, dans une due diligence, on va le faire ressortir comme un danger potentiel en termes de réputation, mais également en termes de normes environnementales qui pourraient amener justement un problème à l'entreprise et potentiellement à sa mise à jour ou même à sa fermeture dans certains cas, et ce qui pourrait créer un risque supplémentaire qui est la rupture de la chaîne d'approvisionnement dans certains cas. Donc la due diligence répond en plus à d'autres mesures, à d'autres risques que simplement le risque de réputation. Et la conséquence du coup de cette due diligence, même si nous, en tant que consultants, on va apporter un conseil, mais pas forcément prendre la décision, évidemment, on va recommander une décision, mais a priori, cet investissement était contradictoire avec la politique d'investissement de la banque.
Après, on ne sait pas forcément ce qui a été fait malheureusement. Mais pour créer une bonne due diligence, pour reprendre cette même structure et vous donner 6 bonnes pratiques qu'on considère comme essentielles pour faire ce travail un petit peu de manière autonome de votre côté, c'est tout d'abord commencer par vérifier si cette personne morale, cette entreprise, ce collaborateur est sur liste de sanctions. Parce que finalement, si, c'est assez rare, mais si c'est le cas, et sachant que la liste est publique, vous saurez assez rapidement si vous voulez travailler avec cette entreprise ou non. Ou du moins, vous saurez qu'elle représente un risque. Donc, il faudra le prendre en considération. Le deuxième, c'est comme l'illustrait l'exemple juste avant, c'est définir et essayer de comprendre la structure actionnariale. Ce qui n'est pas toujours simple, très clairement. D'ailleurs, on a parfois une opacité sur cette structure. Cette opacité et ce manque d'information, c'est déjà une information en tant que telle, comme on dit justement dans l'intelligence économique. Ça montre justement un manque de politique de gouvernance et de transparence, on va dire. Et enfin, le troisième conseil, ce serait avant tout, dans vos recherches, de varier les moteurs de recherche. Parce que quand on utilise Google, Yahoo, DuckDuckGo, quoi que ce soit, on aura des résultats différents, généralement, en fonction des mots-clés qui seront les mêmes. Mais sachant que la méthode de référencement n'est pas la même, ça peut valoir le coup justement de varier ces moteurs de recherche. N'hésitez pas également à aller interviewer des gens. Donc, ce n'est pas forcément essentiel, mais quand on va discuter avec des anciens employés, des fournisseurs, des clients, de manière transparente, bien que discrète évidemment, ça peut permettre de savoir un petit peu plus le fonctionnement d'une société, si le management est bien, si la société est professionnelle, etc. Des choses qu'on ne va pas forcément trouver en ligne. Et toujours, quand vous faites une due diligence, restez objectif, vérifier la fiabilité des sources et les pondérer, parce que justement, vous êtes là pas pour blâmer une entreprise ou dire qu'elle est géniale, vous êtes là pour apporter un regard objectif et critique. Et enfin, je dirais que pour faire une bonne due diligence, évidemment, c'est faire ressortir le risque, mais un bon moyen de le faire ressortir visuellement et de le diffuser à quelqu'un, c'est une grille d'analyse des risques. Donc, tout simplement, comme le montre la partie gauche de ce slide, c'est utiliser des catégories de risques. Par exemple, ici, c'est un extrait de 3 des 6 risques qu'on utilise chez Geneva Intelligence, et c'est notamment tout ce qui est, encore une fois, droits humains et droits environnementaux. Et dans chacune de ces catégories, on va voir des sous-indicateurs qu'on choisit comme étant les plus pertinents, qui peuvent varier, mais c'est ceux qu'on a choisis comme les plus pertinents. Et à chaque indicateur, on va pondérer par un pictogramme de couleur qui va dire « Ok, tout va bien ici » ou au contraire, là, faites attention, il y a un red flag, il y a un danger. Je vous conseille de lire déjà la synthèse et éventuellement, si vous voulez lire davantage, c'est en page 17, allez-y. Donc, ça permet de bien structurer cette due diligence, son rapport, et d'apporter une visibilité, une lisibilité à son analyse et faire un gain de temps justement aux bénéficiaires de la due diligence. Donc, c'est quelque chose d'assez essentiel à faire selon moi. Et pour commencer, donc, aussi pour vous donner des outils et des conseils, c'est Open Corporate, qui est une base de données en ligne publique qui permet de taper justement le nom d'une société pour voir où est-ce qu'elle est enregistrée juridiquement, par exemple, dans quel pays, sous quelle juridiction. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour comprendre déjà si une entité existe, parce que parfois, c'est arrivé de réaliser que finalement, oui, il y avait un business en place qui allait se passer, mais finalement, il n'y avait pas d'entité juridique qui existait. Donc, c'est tout de même un peu problématique. Un autre conseil, une petite astuce qui est assez chouette, c'est Wayback Machine. C'est par exemple quand vous avez un site internet d'une entreprise, vous rentrez l'URL dans Wayback Machine et vous pouvez accéder à la mouture du site internet dans son format, par exemple en 2000, en 2005, en fonction de la disponibilité dans le temps. Et ce qui vous permet de voir un peu l'évolution de la société, notamment des politiques, des gouvernances, de voir les efforts ou au contraire les défauts qu'il peut avoir dans l'évolution d'une politique de respect des normes éthiques. On vous conseille également souvent de faire appel à des bases de données sur les pays pour comprendre un petit peu l'environnement dans lequel se trouvent les usines des entreprises ou les entreprises elles-mêmes. Justement, vous avez Transparency International qui va faire un index de perception de la corruption qui vous permettra justement de comprendre si c'est une société qui est basée au Brésil, la corruption sera peut-être plus endémique que dans un autre pays comme le Danemark, par exemple. Donc, ça vous permet quand même d'appréhender un petit peu le contexte de ce partenariat. N'hésitez pas aussi à vous référer au site des ONG, parce que très souvent, ce sont les premières à soulever des scandales humains ou environnementaux. Donc, c'est une source d'information assez précieuse. Une autre astuce de méthode de recherche, plutôt que par texte, c'est la recherche par image. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez utiliser Tiny Eyes. Par exemple, si vous avez une image qui paraît un petit peu troublante sur
sur un potentiel problème éthique, environnemental, etc., mais vous n'avez pas le contexte écrit, vous pouvez faire une recherche par image et peut-être que ces résultats montreront justement des résultats un petit peu plus importants pour comprendre la perspective et le contexte de cette image. Et enfin, comme on le disait, c'est vrai que c'est essentiel de vous assurer de la fiabilité des informations. Il y a différents sites que vous pouvez retrouver en ligne, et notamment celui qu'on peut utiliser ponctuellement, c'est celui des décodeurs, pour prendre l'un des plus connus, qui est fait par Le Monde et qui va justement valider ou invalider des fake news, et ce qui va vous permettre tout de même d'avoir une meilleure compréhension du contexte et des informations. Donc, pour résumer également, comment la due diligence apporte une compétitivité supplémentaire aux entreprises, c'est avant tout pour éviter toute détérioration de l'image de marque et de la réputation. Sachez avec qui vous faites du business, en gros. Contrôlez leur réputation et soyez sûr de ne pas avoir de potentiels dommages qui ricocheront sur vous, même si vous n'avez potentiellement rien fait. Également, ça vous évite certaines sanctions dans certains cas, parce que justement, certaines lois vous obligent à mettre en place ces politiques de conformité, et également à mieux comprendre, comme je le disais, les risques géopolitiques, le contexte politique, et à travers ça, vous assurer également, dans certains cas, qu'il n'y a pas de risque de chaîne d'approvisionnement, et en l'occurrence, si c'est le cas, trouver une alternative. Merci Geoffran. Donc là, nous allons aborder la troisième partie qui consiste à savoir comment positionner son entreprise au sein de son environnement, comment augmenter son influence, son rayonnement et sa visibilité. Donc, sur votre droite, vous avez des services traditionnels qui sont les stratégies d'influence et les stratégies de communication. Donc ça, l'intelligence économique peut apporter aussi une aide, une méthode en ce qui concerne ces activités, ces pôles de services. Vous avez les études prospectives. Donc là, l'idée, ce n'est pas du tout de jouer à Madame Irma avec sa boule de cristal, hein. C'est vraiment de proposer une méthode scientifique afin de tenter de comprendre vers quoi votre marché, votre secteur peut tendre. Et enfin, nous avons ce dernier pôle d'activité sur votre gauche que nous on qualifie d'études stratégiques et qui comporte les études concurrentielles et les études de marché et où votre entreprise se positionne par rapport à la concurrence notamment. Donc, par exemple, pour aborder un cas pratique qu'on avait pu réaliser, c'est celui de la conquête de marché. C'est quelque chose qui est assez demandé tout simplement pour ouvrir une succursale ou s'implanter dans un nouveau pays. Mais ce n'est pas forcément dans un nouveau pays, ça peut être dans une nouvelle région, dans une nouvelle ville, pour ouvrir une filiale, une succursale, pour acquérir de nouvelles parts de marché sur son segment, par exemple. En l'occurrence, là, c'était un groupe de distribution agroalimentaire qui connaissait une bonne croissance et qui voulait justement étendre ses parts de marché, comme je le disais, et qui avait conscience justement d'une croissance et de l'émergence d'une classe moyenne dans certains pays, et il voulait justement saisir ces opportunités. Donc, dans le cadre de ce développement territorial, ils ont fait appel à nous justement pour mieux comprendre comment définir l'endroit optimal pour ouvrir cette succursale, qu'est-ce qui représente le plus d'opportunités. Également, comme on l'a pu le voir pendant la deuxième partie, c'est prendre en compte les risques, donc les barrières à l'entrée sur un pays, la stabilité politique, la stabilité sécuritaire, mais tous les problèmes aussi légaux qu'il pourrait avoir. Mais avant tout, dans ce genre d'études, c'est identifier les opportunités d'un point de vue quantitatif, combien de clients potentiels, de prospects potentiels, mieux comprendre les habitudes de consommation pour savoir quel type de produit on va proposer, quel type de marketing on va adopter. Donc, c'est quelque chose d'assez pertinent et d'important justement à savoir pour ne pas arriver justement avec ses propres critères, on va dire, du pays d'où on vient et les imposer parce que finalement, ça peut être un échec commercial total si justement on n'a pas repéré un petit peu le marché. Et ça va permettre également, par exemple, d'identifier les partenaires potentiels grâce auxquels on pourra s'implanter plus efficacement, les relais, mais également qu'est-ce que fait la concurrence sur place, quels sont mes concurrents locaux et comment ils vendent, comment ils communiquent. C'est quelque chose d'assez important justement. Mais également, dans le sens inverse, ça peut très bien être pour l'implantation à l'étranger, mais ça peut être aussi pour l'export de biens ou de services, ou au contraire, dans certains cas, cette stratégie de conquête, ça peut être aussi pour attirer davantage, par exemple, de touristes, attirer justement dans des nouveaux territoires, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'entreprises, mais l'intelligence économique sert aussi aux organisations internationales ou aussi aux territoires. On voit de plus en plus une émergence de l'intelligence territoriale. C'est comment moi, territoire ou région, je vais vouloir attirer davantage de touristes, attirer les investissements, attirer les entreprises pour me renforcer, par exemple. Donc, c'est quelque chose de plus en plus demandé, ces études de conquête de marché ou d'attractivité.
Et les conséquences, finalement, c'était la définition d'une stratégie et d'une recommandation pour ouvrir une succursale dans un territoire donné, dans une ville donnée, etc. Là où on a le plus d'opportunités et le moins de risques. Merci Josserand. Alors encore quelques conseils, quelques bonnes pratiques pour mettre en place ce type d'études. Un premier conseil, ce serait vraiment d'investir les réseaux sociaux. Comme vous le savez sûrement, c'est une mine d'informations en ce qui concerne vos concurrents, leurs partenaires, vos clients, vos produits, votre marque. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas hésiter. C'est des données qui sont publiques et qu'il y a vraiment qu'à se pencher pour les collecter. Une seconde recommandation, ce serait d'observer la communication de vos concurrents notamment, qui vont vous donner des indices précieux en ce qui concerne le marché, la clientèle qui cible et leurs produits. Donc, il ne faut pas hésiter à surveiller notamment les différents canaux de communication que sont les réseaux sociaux, les blogs, les sites corporate, etc. Une troisième recommandation, ce serait identifier les partenaires de vos concurrents. Donc ça peut vraiment vous donner des indices assez précieux sur le maillage territorial de vos concurrents et vous donner des insights assez appréciables sur leur stratégie de développement. Enfin, une autre recommandation, là, ça va être plus sur la visualisation des données que vous allez récolter. N'hésitez pas à cartographier les données que vous avez collectées. Je vous assure, et d'expérience, on voit qu'une cartographie a beaucoup plus d'impact qu'un rapport de 60 pages Word. Ça va permettre en un coup d'œil de se rendre compte et de voir des forces en présence au sein d'un environnement. Toujours dans cette logique de visualisation des données, n'hésitez pas à réaliser en bon français un benchmark, c'est-à-dire en fonction de critères que vous avez prédéfinis, d'indiquer les informations que vous avez récoltées sur vos concurrents et de le comparer par rapport à votre situation. Ça vous permettra notamment sous la forme d'un tableau de se rendre compte en un coup d'œil de ce que vous faites, de ce que fait votre concurrent et de voir sur quel point vous vous rejoignez, sur quel point vous vous distanciez. L'idée étant non pas bien sûr de suivre aveuglément ce que font vos concurrents, mais de nourrir une réflexion stratégique en interne en ce qui concerne, voilà, mon concurrent fait ça, nous on fait ça, est-ce qu'on va suivre notre concurrent ou on va prendre son contre-pied? Et enfin, une dernière recommandation, tip, c'est vraiment toujours, si vous réalisez ce genre d'études, apporter un conseil pratique. Donc bien sûr, la théorie c'est important, ça va guider et structurer votre analyse, mais il faut toujours, à l'issue de votre analyse et des données que vous avez récoltées, proposer un plan d'action, une stratégie concrète et applicable. Ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, de proposer différents scénarios en fonction des budgets ou des contraintes auxquelles vous devez faire face, en prévoyant par exemple un scénario idéal, un scénario réalisable et un scénario, voilà, un troisième scénario. L'idée étant toujours, voilà, on est dans le pratique et dans quelque chose qui doit pouvoir être mis en place. Donc effectivement, pour mettre en place ce genre d'études et de stratégies, il faut collecter ces informations, encore une fois en source ouverte, mais on peut aussi s'adresser à des fédérations ou à des organisations faîtières qui viennent chapeauter finalement des segments de marché, qui vont justement inclure des acteurs, donc ça permet de comprendre qui est présent sur ce marché. Et généralement, ils vont donner des indications sur les tendances, sur le fonctionnement, qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes ou les opportunités. Donc ça permet vraiment de balayer assez rapidement un segment de marché, d'avoir des informations de qualité. Ce qui est intéressant également, c'est, comme on le disait, ce qui est très important, c'est la théorie, mais effectivement mettre en pratique. Mais les conférences et les séminaires et les informations académiques peuvent avoir une vraie valeur ajoutée pour mieux comprendre encore ces segments de marché. Une autre astuce qu'on conseillerait cette fois plus d'un point de vue numérique, c'est Google Trends, quelque chose d'assez connu et utilisé, c'est de taper certains mots-clés, certaines tendances, certaines innovations ou même des concurrents pour comprendre ceux qui sont les plus recherchés sur Internet et sur Google. Et du coup, ça va vous donner une indication sur qui est le plus visible, qui est le plus connu, qu'est-ce qui est le plus à la mode, entre guillemets, et ce qui peut être le plus rentable ou connu. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant pour avoir une idée quantitative et apporter une recommandation quantitative. Une autre valeur vraiment intéressante, c'est Atlas, qui sort de l'université d'Harvard, qui a mis en place une plateforme en ligne, justement, qui donne des indications généralement assez macroéconomiques sur l'ensemble des pays du monde et qui vont donner justement leur composition économique, de quelle manière sont organisées leurs parts d'export ou d'import, vers quel pays, vers quelle matière, vers quel produit ou service. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant pour comprendre, comme on le disait, dans une logique de développement territorial, de conquête de marché, comment se compose
l'état dans lequel on voudrait éventuellement s'implanter. Et de nouveau, pour cet aspect plus diffusion de l'information et valorisation de l'information, n'hésitez pas à faire des infographies. Comme on le disait, et comme on va toujours chercher à le mettre en avant, il faut justement valoriser cette information d'un point de vue visuel et graphique. Et pour ça, PictoChart est un outil tout de même assez abordable qui permet, avec un petit peu de temps et un petit peu de compétences, de réaliser des livrables assez intéressants et avec un joli rendu. Et également en termes de cartographie, ce qui sera davantage prévu pour faire de la cartographie de procédure, mais qui peut servir à faire de la cartographie d'environnement, c'est un outil du pack office qui s'appelle Visio et qui peut être utilisable comme premier outil de manière assez intéressante. Mais c'est vrai qu'au sein de Geneva Intelligence, on a la chance tout de même d'avoir d'autres outils qui sont d'autant plus performants et qui permettent de cartographier l'information, mais du coup l'ensemble des personnes morales, des entreprises qui sont présentes sur un secteur. Par exemple, on va taper un mot-clé comme Smart City, et on va avoir l'ensemble des acteurs d'un marché qui vont se structurer en fonction des liens de partenariat entre eux, des liens de concurrence qui sont par exemple les liens en rouge. Les liens en bleu, ça sera les liens actionnariaux pour identifier justement la structure actionnariale dont on parlait pour les due diligence par exemple. Donc ça permet vraiment d'élaguer le secteur quand on ne le connaît pas forcément, d'avoir un petit peu les structures et les forces en présence. Par exemple, ensuite, on peut faire une première analyse avec le carré bleu. On se rend compte dans le secteur de la Smart City, on a beaucoup d'acteurs américains. Et si on fait attention, c'est avant tout des acteurs qui sont dans l'informatique et dans la gestion de données. On sait justement que ça a pu donner certains problèmes. Mais du coup, c'est une tangente de la Smart City. Dans le carré violet, on voit ensuite des acteurs français qui sont davantage dans la construction et dans l'énergie, quand justement on va voir dans le carré jaune au centre des acteurs du transport, cette fois de nouveau généralement français, qui vont justement structurer cette Smart City. Donc rien que ça, de voir dans cette première analyse assez simple finalement, c'est d'observer qu'on a 3-4 grandes catégories d'acteurs dans l'énergie, dans les transports, dans la construction et dans la gestion de données qui constituent la Smart City. Donc tout le monde le sait évidemment parce que tout le monde connaît assez bien le domaine de la Smart City qui est quand même de plus en plus porteur et émergent. Mais c'est vrai que pour certains secteurs qu'on ne connaîtrait pas, ça peut faire un gain de temps considérable et permettre de renforcer l'analyse du consultant et, encore une fois, toujours de mieux aider à avoir une recommandation pratique pour répondre aux besoins des destinataires de l'étude. Merci Josserand. Donc, pour résumer et conclure, les atouts des études de marché et pour la compétitivité des entreprises. Donc, cela va vous permettre tout d'abord d'identifier les innovations qui vont pouvoir valoriser votre offre commerciale ou votre modèle d'affaires. Par ailleurs, ça va vous permettre de toujours garder un œil sur vos concurrents. Je rappelle, l'idée étant de ne pas suivre aveuglément ce que font vos concurrents, mais toujours de nourrir une réflexion stratégique en interne. Cela va vous permettre également éventuellement de réfléchir à de nouveaux marchés pour vos produits et vos services. Ces études vont permettre également d'optimiser votre communication en regardant ce qui se fait ailleurs. Et à travers la réalisation de ces études, un autre point important, c'est que vous allez pouvoir aussi obtenir des données, des insights sur les attentes de vos clients et des consommateurs de vos produits et services. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre intention. On va ouvrir le temps d'échange des questions et des réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. On sera ravis d'y répondre. Merci, messieurs, pour vos indications. Alors, je redis, s'il vous plaît, si vous avez des questions, soyez gentils de les poser dans la zone questions-réponses. Ne vous limitez pas parce que le grand avantage de cet outil, c'est que ces messieurs pourront également répondre par écrit. Donc, ne pensez pas qu'il faut attendre votre tour pour commencer à poser une question. Vous pouvez vous lâcher. En attendant que les premières questions soient rédigées, moi-même j'en ai quelques-unes. Dans l'intelligence économique, quand on en parle, et vraisemblablement vous en avez fait largement plus expérience que moi, les gens perçoivent, il y a un petit côté sulfureux. Est-ce qu'il y a un petit côté où, mais alors c'est des détectives privés, ils font peut-être des trucs qui sont un petit peu borderline. Donc finalement, vous nous avez
vous avez bien expliqué au début que la plupart des données enfin, pas la plupart, les données existent publiquement, il suffit d'aller les chercher là où elles sont. Mais au fond, où se situe la limite entre le travail que vous faites de recherche, d'analyse, de classement de ces informations et le job de détective privé? C'est vrai que du coup, on a souvent cette image un peu sulfureuse, c'est assez juste comme terme, mais la grande différence entre justement ce qu'on qualifie généralement d'espionnage et l'intelligence économique, c'est tout simplement que l'espionnage utilise des méthodes illégales, tandis que l'intelligence économique va se concentrer sur des méthodes du coup complètement légales et transparentes. Donc effectivement, la frontière qui n'est jamais traversée, c'est celle de la légalité. Donc avant tout, on va se concentrer sur la collecte de l'information publique, comme vous le disiez Alexandra, et la valeur ajoutée finalement de l'intelligence économique, ça va être dans la capacité à identifier de l'information, mais qui est difficile d'accès parmi ces sources ouvertes. Donc c'est avant tout là, on va apporter une valeur ajoutée nécessaire et primordiale pour donner un conseil, mais toujours en gardant une éthique de travail, un secret des affaires, et en restant toujours dans le cadre légal de manière assurée. Et notamment, justement, et je le précise avant tout, c'est toujours en source publique et on cherche à respecter le règlement général sur les données personnelles, quelque chose quand même de très important pour nous, et de toujours se focaliser sur des données qui ne portent pas atteinte justement aux données personnelles des personnes. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Philippe. Bon, écoute, c'est très clair. Et aussi, je dirais, cette image sulfureuse, elle est très culturelle. C'est-à-dire, dans les pays anglo-saxons, on a toujours eu cette tradition de connaître parfaitement son environnement. Je prends l'exemple du Royaume-Uni qui, quand il disposait de son empire, voilà, avait toujours besoin de connaître précisément ce qui se passait dans les pays. Donc, chez eux, c'est quelque chose de presque de l'ordre du réflexe. Et c'est quelque chose, donc l'intelligence économique, la collecte de données en source ouverte, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'on a un petit peu moins dans les pays latins, je dirais. Merci. Un participant demande s'il existe des formations en intelligence économique. Je crois que la réponse est oui, y compris à Genève. Oui, Est-ce que vous effectivement. voulez... Il me semble que les participants sont plutôt franco-suisses, donc je me permettrai aussi de mentionner les formations qui existent en France. Du côté suisse, il y a peu de formations, mais l'une qui existe, c'est celle qui est fournie par la HEG. Il y a d'ailleurs l'existence d'un CAS en veille stratégique, animé par Hélène Madinier, qui va d'ailleurs commencer une nouvelle session en octobre. Et d'ailleurs, pour information, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a une session d'information demain à ce sujet. Et d'ailleurs, on est très content de ce lancement puisqu'on est partenaire également de SCAS. Mais Alors, tant qu'à faire de donner, excusez-moi, mais tant qu'à faire de donner l'info, dites-nous carrément, elle est à quelle heure cette séance d'information? Elle sera à 17h. Mais je vous enverrai le lien et on pourra le partager avec plaisir. Mais, je vous ai interrompu, excusez-moi. Non, c'est rien, ça, avec plaisir. Mais du côté français, c'est vrai qu'on a une culture déjà un peu plus grande, ou du moins il y a plus de formations d'intelligence économique, même si elle reste moindre, effectivement, comme le disait Philippe, que dans les pays anglo-saxons. On a une dizaine de formations, dont deux sont peut-être les majeures, c'est l'école de guerre économique et l'école européenne d'intelligence économique. Ensuite, j'en dirai pas plus, parce qu'effectivement, comme on est tous les deux diplômés avec Philippe de l'EIE, on ne serait pas forcément... on serait un peu partial dans notre réponse. Donc, mais effectivement, il existe des formations qui sont de plus en plus reconnues et de plus en plus nombreuses également en Suisse. Merci. Une question qui est partagée, je crois, par plusieurs de nos participants. Au fond, ce que vous venez de nous présenter, on a l'impression que c'est quand même, ça demande du temps. Alors, vous avez donné des astuces, des clés pour que les participants puissent faire eux-mêmes une partie de ces recherches, mais ça demande du temps sans même compter quand même une certaine méthodologie, enfin un savoir-faire. Est-ce que, si moi je suis une PME, est-ce que, là je vous ai écouté, j'ai probablement tendance à me dire, ouh là là, mais tout ça c'est vraiment des outils qui sont pour des grandes boîtes, ou soit qui savent le faire elles-mêmes, soit qui vont vous mandater, mais ça va être trop cher pour moi. Est-ce que ce que vous avez présenté, c'est aussi, et si oui, comment, à la disposition des PME? Oui, bien sûr. Alors, je vais reprendre, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y.
je vais parler pour la veille pour ma partie. Les outils que j'ai proposés, c'est vraiment des outils, par exemple InnoReader, donc cette plateforme de veille qui vous permet d'intégrer au sein d'un seul endroit toutes vos sources d'informations. C'est un outil qui est gratuit ou freemium, c'est-à-dire que pour disposer de certaines fonctionnalités, vous allez devoir payer, mais on est de l'ordre d'une centaine de dollars par an, donc on est sur des tarifs qui sont très, très raisonnables. Mais voilà, le problème de ce genre d'outil, c'est que ça nécessite quand même une certaine maîtrise technique, par exemple des flux RSS en ce qui concerne la veille. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout… on apprend très bien. Hein. Moi, je n'étais pas du tout informaticien et j'ai appris à maîtriser cette technologie. Donc, ça demande un peu d'effort en termes d'appropriation de la technologie, mais c'est des outils qui sont vraiment accessibles en termes de budget, si vous étiez sur ce point. Mais effectivement, pour compléter ton propos, c'est vrai que peut-être dans nos présentations, on a pris avant tout des cas de grandes sociétés, mais il s'applique complètement à des sociétés de plus petite taille, des PME ou même des startups dans certains cas. C'est vrai que la question budgétaire pourrait poser plus de problèmes pour les startups, mais ce qui se fait de plus en plus, c'est des pools de startups qui vont faire appel justement à nos services pour avoir une veille en commun, etc. Mais ces services et du moins ces besoins sont transversaux à l'ensemble des acteurs économiques, comme je disais, les entreprises, peu importe leur taille, mais également aussi les territoires ou même des organisations internationales ou des ONG. Mais il se trouve que oui, tout à fait, ces services vont être utilisables pour les PME parce que justement, elles en ont un besoin, mais ce sont à des tarifs généralement qui sont abordables en termes d'outils, mais aussi en termes de services. Quand je pense justement à Geneva Intelligence, c'est vrai que la plupart de nos clients sont effectivement des PME. Donc oui, la plupart des PME peuvent avoir accès à ces outils stratégiques. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur la question des PME, de l'adaptation aux PME? Quelqu'un demande spécifiquement, est-ce que vous pouvez donner des exemples qui impliquent des petites PME, objectifs, rapport coût-bénéfice, les thèmes les plus pertinents? Du coup, concernant tout ce qui est études, effectivement, par exemple, on a des PME qui vont vouloir s'étendre territorialement, par exemple, pour conquérir un nouveau marché, mais à l'échelle de la région. Donc, ça va être une étude qui va être limitée dans son spectre géographique, mais qui vont quand même avoir un intérêt très important pour la PME. Ça peut être aussi, j'empiète un petit peu sur ta partie, Philippe, mais aussi pour les PME, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est de mettre en place une veille. C'est pas forcément très onéreux et plus onéreux que pour une grande société cotée, par exemple. Pour identifier toutes les innovations, par exemple, qu'elle pourrait intégrer dans son offre commerciale, comme le montrait un petit peu justement ces murs végétaux dans notre première partie, mais ça peut être pour tout autre type d'innovation qui apparaissent sur un marché, mais également qui sont mises en place par un concurrent, savoir la communication d'un concurrent, qu'est-ce qu'il fait. Et du coup, on va pouvoir s'adapter assez rapidement. Donc, le retour sur investissement pour une PME, il dépendra évidemment du contexte dans lequel il évolue, mais il est assez rapide et finalement, c'est avant tout acquérir la bonne information au bon moment pour pouvoir s'adapter quand justement on a un concurrent qui prend un peu trop de place potentiellement, ou au contraire, identifier où est-ce qu'on pourrait s'étendre davantage. Et si on regarde la chose d'une manière, enfin, je vais vous poser la question d'une manière un petit peu brute de décoffrage. Au fond, là, vous nous montrez comment tirer le meilleur enseignement de l'environnement de l'entreprise, comprendre où on a des forces, où on a des faiblesses, comment on pourrait faire mieux. Puis si je vous dis, mais en définitive, moi je suis une petite PME et au fond, le seul truc qui m'intéresse, c'est acquérir des clients. Cher Monsieur Dutoit, est-ce que avec l'intelligence économique, je vais me faire des nouveaux clients? Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est toujours c'est une nerf de la guerre, c'est les clients et puis effectivement, c'est les débouchés économiques. Donc, encore une fois, il y a cette logique de développement territorial ou de conquête de marché, mais plus spécifiquement, à une échelle, encore une fois, de la veille, ça va être d'identifier son environnement, mais de le scanner de manière assez large. Et finalement, on va se rendre compte que, par exemple, à Genève ou à Paris, etc., des nouveaux acteurs de mon secteur arrivent et que potentiellement, ils ont fait une déclaration dans les médias, sur un blog, sur des réseaux sociaux, et on sait qu'un nouveau prospect arrive. Donc déjà, ça, c'est une manière d'observer les nouveaux prospects. Après, grâce à nos logiciels d'intelligence artificielle ou de cartographie, on va pouvoir identifier, par exemple, tous les acteurs d'un segment de marché, d'un marché. Et du coup, ça crée une liste de prospects pour des PM et finalement une liste de démarchage. Donc, ça peut être assez intéressant justement de connaître quelles entreprises sont sur mon marché pour être intéressées par mes produits. Donc ça, c'est quelque chose d'assez concret et dans une orientation purement commerciale, en plus de la valeur marketing que peut apporter l'intelligence économique, comme je le disais, en identifiant un peu plus les concurrents.
Un participant demande en période de crise, qu'est-ce que vos services peuvent apporter? En période de crise, tu veux peut-être répondre, Philippe, que je ne réponde pas à toutes les questions, si tu veux. Oh non, bah, je te laisse, je compléterai. Ok. En période de crise, oui, surtout vu l'actualité, c'est vrai que l'une des demandes principales qu'on a connues justement dans cette crise, c'était aidez-nous à savoir le vrai du faux. Parce qu'on avait tellement d'informations et tellement de fake news parfois que justement ce système de veille, de vérification de la fiabilité de l'information, de fact-checking, comme on dit, encore une fois en bon français, c'était l'idée de les aider à se repérer un petit peu dans tout cet amas d'informations et de mieux comprendre, OK, je dois me concentrer sur quoi. Également mieux comprendre, par exemple, les aides qui ont été données, qu'est-ce qu'ils vont avoir droit en termes d'aide, etc. Donc ça, c'est avant tout s'informer. Le deuxième, je dirais que c'est dans un nouveau contexte économique, où là, ça sera donc une stratégique de long terme, c'est comment se informer et s'adapter à ce contexte économique. Encore une fois, c'est s'il n'y a pas forcément une liberté de mouvement, ou du moins qui est restreinte, ou que les personnes ne l'utilisent pas, on va avoir des prospects en moins. Donc, comment on va réussir à se réadapter à ce contexte? Bon, alors, on n'a pas forcément la science infuse et la réponse exacte à ça, et puis parfois, il n'y a pas de réponse, mais en tout cas, ça dépendra du secteur et de la demande et du besoin, mais c'est quelque chose qu'on peut apporter en période de crise. Un, de l'information vérifiée, les aider à mieux comprendre ce qui se passe, et deux, comment s'adapter à cette crise. Philippe, un complément du coup? Non? D'accord. C'est très clair. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions du coup? Ah, on ne vous entend plus, Alexandra. Oui, si je rallume le micro, ça va probablement aller mieux. Oui, alors il y a des questions. Alors je vais vous lire la question d'un participant en espérant que vous allez la comprendre parce que moi, il m'a complètement larguée. Le participant demande quelles sont les bases de données payantes ou gratuites les plus pertinentes pour étudier la compliance d'une société vis-à-vis du cadre législatif AML-FT en Europe. Alors déjà, est-ce que vous comprenez la question? Oui, on comprend la question. C'est avant tout ce qui est blanchiment. C'est ouais, bon, heureusement. C'est tout ce qui est en lien justement avec la conformité, la compliance et le respect des normes éthiques et légales, notamment en matière de corruption. Ce qu'on va faire notamment dans le cadre de due diligence. Et c'est vrai qu'en termes de base de données, je pense que l'une des majeures qu'on va utiliser, c'est LexisNexis, qui permet justement d'accéder à l'ensemble des sanctions, des condamnations sur une personne morale et encore une fois identifier s'il y a eu des problèmes en termes de délits ou de criminalité économique. Donc je dirais que c'est quand même la base de données qu'on va le plus utiliser et qui est, à ma connaissance, la plus utilisée. Mais on pourra en discuter et éventuellement rechercher d'autres bases de données et puis on pourra toujours compléter cette question après le webinaire éventuellement si la personne souhaite prendre contact avec nous. D'accord, merci. La veille, disons la veille simple, je dirais, qui consiste à garder un petit œil sur son environnement, mais sans être nécessairement très actif, disons, sans nécessairement en faire un outil de prospection, par exemple. J'imagine qu'en fonction de votre pratique, vous pouvez dire le temps idéal à consacrer à de la veille. Je pose la question un petit peu dans le même sens où une PME se dit souvent je sais que pour bien faire, je devrais consacrer tel pourcentage de mon temps à faire de la prospection pour être sûr d'avoir un pipeline de clients toujours alimenté. Puis finalement, c'est quand on a la tête dans le guidon, qu'on a des périodes où on travaille beaucoup, la prospection, on la laisse tomber. Je soupçonne que la veille, c'est aussi ce qui doit se passer. Donc, est-ce qu'il y a un temps minimum nécessaire ou intelligent à dédier à de la veille? Je ne pense pas qu'il y ait un chiffre miracle qui existe et qui va vous garantir voilà, le fait d'être bien informé. Je dirais que tout dépend de l'ambition et de la portée de votre projet de veille. Si vous voulez juste voilà, garder un œil sur quelques concurrents,
10 minutes suffiront par jour. Si vous avez un projet qui va être beaucoup plus ambitieux, vous allez vraiment mettre en place une veille stratégique, c'est-à-dire vous allez intégrer différents types de veille, donc la veille réputation, la veille concurrentielle, la veille législative et politique. Forcément, vous allez passer beaucoup plus de temps. Mais je dirais non, tout dépend en fait de la taille de votre projet, de l'ambition et à quel besoin va répondre votre projet de veille. Et oui, effectivement, ça dépendra aussi de l'investissement initial, peut-être dans un outil qui permettra de gagner du temps en matière de veille. Mais effectivement, c'est difficile de donner un chiffre comme ça. Mais le plus sera évidemment mieux. Mais effectivement, c'est une source de service qui peut être faite de manière régulière. Ça, c'est essentiel, mais qui n'est pas forcément si longue. Elle peut être chronophage, mais il s'agit justement, en faisant appel à des professionnels, à faire une économie d'échelle finalement en étant plus professionnel et du coup un gain de temps qui fait que justement on va être de plus en plus efficace. Et c'est ça d'ailleurs la grande valeur ajoutée de Philippe surtout. Et c'est vrai que juste, voilà, pour compléter le propos, c'est souvent la mise en place d'un dispositif de veille. Ce qui prend du temps, c'est justement sa mise en place, c'est-à-dire le fait d'identifier, donc, comme je disais, les besoins informationnels auxquels vont répondre la veille, identifier les sources d'informations qui vont répondre à ce besoin, les intégrer dans une plateforme. Voilà, ça met un peu de temps à se mettre en place. Une fois que cela est mis en place, vous êtes relativement tranquille, tout en gardant à l'esprit le fait, comme je disais, qu'il faut toujours adapter votre dispositif en fonction des évolutions des besoins. Un participant pose la question, y a-t-il une différence entre business intelligence et l'intelligence économique? C'est vrai qu'on retrouve très souvent ces deux notions par un défaut de traduction, je pense. Peut-être que l'intelligence économique serait davantage la competitive intelligence, donc l'identification de la concurrence, du marché, etc. La business intelligence, on a tout de suite beaucoup plus de compétences informatiques à avoir puisque c'est le traitement des données, mais grâce, finalement, on va avoir besoin de coder en SQL ou autre langage informatique que je ne connais absolument pas et qui va permettre justement là de collecter de l'information en masse, pas forcément, mais du moins c'est potentiellement beaucoup plus dense en termes de collecte d'informations. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus technique, mais qui peut être très intéressant et qu'on retrouve notamment à des fins marketing ou de communication qui peut être assez pertinent. Je dirais que l'intelligence économique va être peut-être plus ciblée. Mais dans certains cas, ça dépendra vraiment de la définition et de l'usage qu'en font chaque personne. Il peut y avoir un amalgame entre les deux notions. Donc, toujours vérifier. Par exemple, quand on voit une offre de poste, par exemple sur LinkedIn ou sur autres sites de ressources humaines, on va voir ce poste en business intelligence, mais on ne va pas du tout être capable d'y répondre ou de postuler parce que finalement, c'est un poste avant tout d'informaticien ou d'ingénieur mathématicien. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, là, vous nous avez donné des pratiques finalement et indiqué des outils que tout un chacun peut appliquer dans son entreprise. Je crois qu'il faut dire que la CCIG a un partenariat particulier avec Geneva Intelligence et puis ce partenariat nous permet d'offrir, alors là, c'est réservé aux membres de la Chambre, bien entendu. Ça pourrait être une excellente raison pour ceux qui ne sont pas encore membres de la CCIG de le devenir. Vous offrez en fait vos prestations à un tarif spécial. Est-ce que vous voulez en dire deux mots? Est-ce que vous appliquez le rabais spécial membre CCIG à l'ensemble de vos prestations? C'est vrai que non, on va appliquer cette remise aux membres de la CCIG dans le cadre de ce partenariat. Puis du coup, cette remise, elle est de 15%. Donc c'est vrai que ça permet de faire un premier test éventuellement de nos services à tarif un petit peu abaissé, et ce qui permettra justement de se rendre compte, comme la question que vous posiez avant, Alexandra, de se rendre compte du rapport du retour sur l'investissement de nos services et de la valeur de nos services. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant, effectivement, pour inciter les plus réfractaires d'entre vous à faire appel à ce type de service pour la première fois éventuellement. Et ce qui permet également, en prenant un service léger, disons, de voir ce qui est aussi intéressant, comment vous remettez les résultats de la recherche, parce que ce n'est pas le tout de faire une recherche, d'expliquer oralement à votre client ce que vous avez trouvé, mais il faut encore qu'il puisse avoir dans les mains un document qu'il va pouvoir lire tout seul sans avoir un glossaire épais de 10 cm sous le coude pour comprendre ce qui lui est dit.
Effectivement, et on a essayé de le préciser un petit peu. On va toujours chercher à valoriser l'information et la diffuser pour qu'elle soit digeste et la plus compréhensible possible et de nouveau concrète et applicable. Du coup, on va chercher effectivement à la rendre la plus intuitive possible. On va potentiellement faire des rapports de 50 pages parfois, mais on va surtout prévoir un executive summary, du coup une partie synthétique qui va du coup permettre à l'ensemble des acteurs de vraiment comprendre la chose et surtout d'avoir des graphiques explicatifs et des cartographies, comme en parlait Philippe, pour bien comprendre ce que la personne doit faire, ou du moins ce qu'on recommande de faire, puisque la décision lui reviendra forcément, mais pour qu'elle ait la capacité de le lire complètement d'elle-même, évidemment. Ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir une approche pédagogique et que le rapport se suffise à lui-même, évidemment. Oui, alors moi j'ai eu l'occasion de voir certains rapports en test, ils ont anonymisé, mais de voir à quoi ressemble un vrai rapport. Je, je me permets de souligner le fait que effectivement vous insistez pas mal sur la cartographie et quand il s'agit de croiser différentes informations, mais tout en gardant une vision globale d'un sujet ou des relations entre des entreprises ou des personnes, effectivement, ça rend extrêmement lisible le fruit de la recherche au fond. Bon, ben, merci, tant mieux. C'est quand même ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement apporter une simplicité, une lisibilité, malgré un travail approfondi, par exemple. Mais Mais toujours écoutez, je le souligne parce que je crois que c'est assez important. On est parfois toujours un petit peu perplexe quand on reçoit des rapports qui sont certainement extrêmement intéressants sur tout un tas de sujets, mais si après on est livré à nous-mêmes, que le chercheur est loin plus accessible et que on perd une partie, qu'on n'arrive pas à exploiter comme il faut un rapport, on se retrouve un petit peu gros gens comme devant. Donc, je ne fais que partager mon ressenti. Un participant nous écrit, vous nous avez montré des outils gratuits pour la veille. Quels sont les outils professionnels les plus pertinents pour faire de la veille stratégique? Je vais reprendre ce que j'ai dit, c'est que tout simplement, il n'y a pas d'outil miracle. C'est-à-dire qu'un outil professionnel va plus ou moins correspondre à vos besoins. Donc, la première étape dans la sélection d'un outil, c'est que vous devez déjà identifier quels sont vos besoins informationnels. Une fois que cela est fait, je vous invite vivement à réaliser une étude comparative des différents outils de veille qui existent sur le marché. Donc, il y en a vraiment beaucoup, notamment des outils de veille professionnels, qui vont tous avoir des avantages et des défauts. Et donc, en fonction de vos besoins, un outil sera plus à même, plus adéquat et correspondra, je dirais, vous permettra de collecter l'information pertinente. Après, pour vous donner quelques exemples, si vous le souhaitez, d'outils de veille professionnels, ce qu'on appelle en fait des plateformes de veille intégrées. C'est des plateformes qui vont nous permettre de collecter, d'analyser et de diffuser l'information au sein d'une seule plateforme. Donc, vous allez vraiment gagner du temps parce que vous n'allez pas multiplier les outils de collecte, d'analyse et de diffusion, mais vous allez tout avoir au sein d'une même plateforme. Après, pour vous donner quelques noms qui sont très, très connus dans ces plateformes de veille professionnelles, vous avez Cindub, vous avez Talkwalker, vous avez KB Crawl, vous avez Digimine, vous avez Metwater, enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et je peux que vous inviter à vraiment, même si je sais que ça demande un effort quand même, mais c'est vraiment réaliser une étude comparative, donc aller sur le site des éditeurs de logiciels, voir les différentes fonctionnalités de ces outils de veille, contacter les éditeurs, ça ne faut vraiment pas hésiter, ils sont toujours à l'écoute parce que vous êtes un prospect. Et ça vous permettra, in fine, de définir quel outil sera le plus à même de répondre à vos besoins. Après, si vous souhaitez avoir une aide, Geneva Intelligence, bien sûr, accompagne des clients dans la mise en place de cellules de veille en réalisant des audits. Et on accompagne aussi nos clients dans le choix de leurs outils de veille. Mais c'est vrai qu'on mettra en ligne également le plus rapidement possible parce que c'est une demande qui est de plus en plus récurrente. C'est d'accord, quel outil choisir. Donc tout dépendra du besoin exactement, parce que ça peut très bien être une veille internationale ou dans certains pays, dans certaines langues, etc. Donc ça peut vite varier en termes de capacité d'un outil et de prix aussi. Mais on essaiera de mettre en place justement un benchmark accessible à tous et qu'on pourra partager avec vous pour justement un peu mieux comprendre les différents critères importants à prendre en considération dans un outil et puis d'avoir un peu plus de visibilité à ce niveau-là et qui répondra en partie
de manière générique justement aux potentiels besoins pour la sélection d'un outil. Ça, c'est quelque chose qu'on fera gracieusement, effectivement, parce que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus notre environnement. Mais si par exemple, moi je souhaite à terme être autonome, donc ça veut dire que je peux vous donner un mandat dont l'actionnaire est s'il vous plaît Geneva Intelligence, mettez-moi en place un système qui fait que je n'ai plus besoin de vous par la suite. Oui, bon, on sera toujours présent, hein, toujours. On accompagne nos clients en permanence, mais effectivement, l'idée, c'est si des personnes veulent internaliser la veille, parce qu'elles en ont les moyens, les capacités, une structure critique, on va dire, elles peuvent justement faire appel à nous parce qu'elles ne connaissent pas forcément ce milieu-là, grâce à une méthode qu'on a développée. Et effectivement, c'est définir avant tout les besoins à travers des entretiens dans la structure, savoir comment l'information est déjà gérée, qu'est-ce que vous avez comme outil potentiellement ou comme pratique. Et de là, nous, on va définir aussi, grâce à ces besoins, les outils idéaux, éventuellement même jusqu'à la rédaction d'un cahier des charges pour aussi un recrutement, former cette personne, sensibiliser à l'interne. Et ensuite, on vous quitte et on vous laisse du coup complètement autonome et indépendant et éventuellement, quitte à faire des mises à jour ou des séances de formation ponctuelles pour accompagner justement la création de ces structures. Mais oui, on peut se rendre complètement indépendant de nous. Et j'imagine aussi qu'il y a probablement des cas où il est pertinent que la société soit autonome pour un type de travail, disons, relativement standard et que ponctuellement, parce qu'il y a tout à coup des besoins particuliers, ponctuellement fasse appel à vous pour des mandats vraiment ciblés qui durent, je ne sais pas, 2, 4, 6 semaines. Et voilà, donc ça, c'est aussi un mode de fonctionnement. Ce n'est pas tout ou rien. C'est pour ça que je disais qu'on ne nous quitte jamais vraiment. C'est qu'ensuite, plus on est dans l'intelligence économique, plus on en veut, plus ou moins. Donc, c'est vrai qu'on va faire appel à nous pour des études de concurrence ou des études plus ponctuelles, comme vous le disiez, pour accomplir et avoir des réponses sur des besoins plus ponctuels. Donc, oui, effectivement, c'est presque le meilleur moyen d'accompagner nos clients parce que dans ce cas, on se rentre dans une relation presque de partenaire de long terme. Donc, c'est ce qu'on préfère, évidemment. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme, avec une précision tout à fait helvétique, au terme de notre webinaire. Est-ce qu'il y aurait peut-être encore une ou deux questions qu'un participant souhaiterait poser? Allez, je laisse quelques secondes, le temps qu'éventuellement quelqu'un tape une question sur son clavier. A priori, ça n'est pas le cas. Je vous invite tous à consulter la page des événements de la Chambre. Vous verrez qu'au mois de juin, nous aurons encore quelques webinaires. Et puis, si tout va bien, à partir de la rentrée, nous commencerons avec des événements en présentiel. Ce qui, je pense, va réjouir tout le monde parce que les webinaires, c'est sympa, mais de se voir pour de vrai, c'est bien aussi. Alors effectivement, quelqu'un nous pose une question si le webinaire sera visible à nouveau. La réponse est oui. Si l'enregistrement réussit, ce qui n'est pas toujours gagné d'avance avec Zoom, mais en principe, là, je vois le petit clignotant qui m'indique qu'il a l'air d'avoir fonctionné. Après, encore faut-il pouvoir sauvegarder le fichier, ce qui n'est pas toujours évident. Normalement, oui, vous pourrez voir à nouveau le webinaire. Par contre, de toute façon, les slides seront disponibles. Et je sais que c'est un membre de la Chambre qui a posé la question à Geneva Intelligence. Donc, d'une manière comme d'une autre, si vous avez des questions, vous pourrez être en contact. Ouais, je vous remercie beaucoup. Je crois que c'est un sujet qu'on n'a pas fini de creuser parce que c'est quand même, ça reste, alors vous avez baigné dedans, c'est votre formation, c'est une main dans le dos et les doigts dans le nez, mais pour les PME, je crois que ça reste un sujet qui est extrêmement nouveau, extrêmement riche et on a encore un petit peu de débroussaillage à faire. Je pense que nous nous reverrons. Avec plaisir. Merci. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à participer à l'un ou l'autre de nos événements ou webinaires pour ceux qui sont un petit peu loin de Genève et qui ne vont pas forcément voyager rien que pour venir à notre rencontre, quoique ça peut valoir la peine. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée
et à bientôt en live ou en virtuel. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.